Amis investisseurs, bonjour. Nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble s'il y a une déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie réelle. Alors pourquoi je vous propose de faire une vidéo sur ce sujet-là? Pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment parce que c'est un sujet qui m'est régulièrement demandé dans mon entourage ou en discutant également sur les forums ou en répondant aux commentaires YouTube. Il y a effectivement un consensus qui dit que il y a une vraie déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle. Par exemple, ces derniers mois ont pas mal monté malgré la crise économique qui s'annonce liée à la crise sanitaire évidemment que l'on a depuis mars dernier. Voilà, du coup on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a une décorrélation aussi forte entre l'économie réelle et les marchés? La deuxième chose qu'on entend également régulièrement, c'est que les marchés sont complètement administrés par les banques centrales et que du coup ça ne veut plus rien dire qu'il y ait une déconnexion complète entre les deux au vu de cette mise sous tutelle par les banquiers centraux notamment. Et enfin, il y a justement ce consensus que je disais juste avant qui consiste à dire que la finance est complètement déconnectée de la réalité. Et du coup, voilà, on est en droit de se poser, est-ce que effectivement c'est le cas ou pas, est-ce que ça a encore du sens ou pas de comparer, en tout cas de lier la finance à l'économie réelle, et si oui, pourquoi? Voilà, donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tenter de répondre à cette question avec mon propre point de vue, bien évidemment. Pour tenter d'y répondre, je vous propose plusieurs points. Le premier, c'est faire un rappel sur un certain nombre de caractéristiques des marchés boursiers qui expliquent, en tout cas qui illustrent les raisons du décalage que l'on peut percevoir entre finance et économie réelle. Le deuxième point, c'est faire un rappel sur la valeur temps lorsque l'on price le marché. Le troisième point, c'est effectivement les actions des banques centrales, quels sont les impacts sur les marchés boursiers et du coup, est-ce qu'il y a une administration, en tout cas, est-ce que les marchés du coup sont complètement administrés ou pas par ces banquiers centraux? Et enfin, un certain nombre de biais cognitifs qu'on pourrait avoir également autour de cette question de déconnexion entre réalité du terrain et marché financier. Donc premier point, les caractéristiques des marchés boursiers qui sont importantes à analyser pour justement essayer de comprendre pourquoi on voit un certain décalage, encore une fois, entre la variation des cours boursiers au quotidien et la réalité du terrain. La première chose que je vous propose d'analyser, c'est l'inertie que l'on peut constater entre les marchés et l'économie. Alors là, je vous ai sorti deux graphiques, à savoir celui du haut qui est le CAC 40, alors hors dividende réinvesti, mais déjà on voit quand même les variations dans le temps. Et le graphique du bas, on voit le taux de chômage en France métropolitaine. Voilà, je considère que le taux de chômage en France métropolitaine est un bon critère qu'on pourrait prendre pour faire une analyse de l'économie terrain à comparer justement aux variations des marchés financiers. Et donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de cycles. Alors si on part un petit peu en arrière autour des années 2008, donc lorsqu'on a eu la dernière crise financière et économique importante, on peut voir que lorsqu'il y a eu le krach boursier qui a été sur la période fin 2017, début 2018, on voit que sur cette période-là, juste avant le krach boursier, on était à un point bas de chômage, puisqu'en France métropolitaine, on était aux alentours des 7% de taux de chômage. Et on peut voir que les marchés financiers en eux dévissaient extrêmement rapidement en quelques mois pour avoir une baisse de quasiment 50%, voire même un peu plus de 50%, alors que sur la même période, on voit que le taux de chômage avait commencé à légèrement remonter, mais on voit que sur les points bas des marchés, donc tout début 2009, on voit que le point bas des marchés, on n'est pas du tout au point haut du taux de chômage, puisque on se rapproche d'à peu près 8% de taux de chômage lorsqu'on est au point bas des marchés financiers. Et inversement, sur la période 2009 à 2014, on voit que le chômage, lui, a progressivement monté pour passer de 8% à un peu plus de 10%, alors que d'un autre côté, on avait les marchés financiers qui commençaient progressivement à reprendre un petit peu de hauteur. Même si en 2015, on n'était pas encore sur les niveaux atteints fin 2017. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on peut constater là-dessus? C'est que on voit qu'il y a un décalage dans le temps, c'est-à-dire que la variation, en tout cas les baisses sur les marchés financiers sont beaucoup plus rapides
que la hausse des taux de chômage, donc on va dire encore une fois de l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une inertie dans l'économie réelle par rapport au marché financier. Et de la même manière, sur la période de 2015 à 2020, on peut voir que les marchés ont été relativement stables. Alors, ils ont un petit peu progressé si on rajoute les dividendes, mais globalement, il y a une certaine stabilité, alors qu'à contrario, on a le taux de chômage qui, lui, a fortement baissé, puisqu'encore une fois, au 2015, on était aux alentours des 10%, et on est repassé aux alentours des 7%. Voilà, donc une fois de plus, ça montre bien qu'il y a ce décalage-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir une forte baisse des marchés financiers et une relative stabilité du taux d'emploi, encore une fois, au vu du temps que cela prend à se matérialiser sur le terrain. Et inversement, lorsque le taux de chômage, lui, est amené à baisser, il se peut que le gros de la hausse des marchés financiers ait été réalisé et qu'on se retrouve à une stabilité, voire même une baisse sur les marchés, alors que d'un autre côté, on a une baisse du taux de chômage. Voilà, donc on voit bien cette inertie, et ça, c'est très important à comprendre, parce que voilà, quand on voit dans l'actualité que le chômage augmente et qu'en parallèle de ça, on voit les marchés boursiers qui reprennent de la hauteur, ce qu'il faut regarder, c'est l'historique. Et souvent on constate que effectivement on a eu avant la hausse du taux de chômage une forte baisse sur les marchés, donc il y a une certaine logique dans cet effet rattrapage des marchés, et on a bien du coup un décalage entre marché financier et économie réelle. La deuxième caractéristique qui est intéressante à analyser sur les marchés, c'est la volatilité. Alors là, je vous ai sorti un deuxième graphique que je vous avais déjà montré qui présente l'évolution en bleu des résultats des sociétés. Alors là, c'est sur le S&P 500, donc à différents niveaux de valorisation. Donc on peut voir que évidemment sur le long terme, on a une progression positive des résultats. Et d'un autre côté, en rouge, on voit l'évolution du S&P 500. Et là, on voit par exemple que lors de la crise de 2000 ou bien des cracks de 2000 ou de 2008, on peut voir que globalement, la baisse des marchés a été plus importante que la baisse des bénéfices sur la même période. Par exemple, sur 2008, on priceait le marché à peu près une quinzaine de fois les bénéfices avant la crise de 2008, et on voit qu'au plus bas de la crise, on était à moins de 10 fois les bénéfices, malgré l'anticipation de la baisse des résultats. Donc on voit bien que le marché a exagéré à la baisse par rapport à la baisse réelle des bénéfices, donc à la baisse réelle de l'économie réelle. Et de la même manière à la hausse, on voit qu'il y a un décalage à la hausse, c'est-à-dire que sur la période de 2009 à, on va dire, avant la crise du Covid, on a eu une forte hausse des résultats, et les marchés, eux, qui ont monté encore plus rapidement, puisque sur la période, on est passé d'une dizaine de fois la valorisation des marchés à plus d'une vingtaine de fois avant la crise Covid. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on voit bien qu'il y a une volatilité qui est plus importante dans les marchés financiers que dans l'économie réelle, et que du coup, ça peut donner l'impression de ce décalage-là entre économie et finance, alors que en fait c'est un effet d'amplificateur. Donc on a d'une part ce qu'on a vu précédemment, le décalage dans le temps, donc les marchés réagissent beaucoup plus vite que l'économie réelle à l'actualité, et on l'a évidemment vu également avec la crise du Covid ces derniers mois. Et d'un autre côté, on a également des marchés qui amplifient les mouvements à la baisse et à la hausse. Donc c'est pour ça on peut avoir à première vue l'impression qu'il y a un décalage entre les deux. En réalité, c'est simplement un décalage dans le temps et une plus forte amplitude sur les marchés. Et la troisième point, très important également à analyser, et qui font toute la caractéristique du marché et qui explique aussi cette impression de décalage qu'il peut y avoir, c'est la disparité de performance en fonction des secteurs d'activité. Donc là, on peut voir un graphe du S&P 500, donc depuis le début de l'année, puisqu'effectivement là, c'est vraiment très intéressant. On voit en rouge la courbe rouge et le S&P 500. Donc là, ce graphique-là est sorti juste avant la remontée que l'on a depuis quelques jours liée à peut-être la découverte d'un vaccin aux États-Unis. Mais ce qu'on peut constater très clairement, c'est que le S&P 500, on voit qu'il est positif depuis le début de l'année, malgré encore une fois la crise économique qui risque d'arriver. Mais on peut voir d'un autre côté qu'il y a une très très forte disparité en fonction des secteurs d'activité. Et là, vous pouvez voir par exemple en bleu, qui est le secteur de l'énergie, où depuis le début de l'année, on a à moins 50%, alors qu'à côté de ça, on a le secteur des technologies, donc en marron, qui est quasiment à plus de 30%
depuis le début de l'année. Et ça s'explique tout simplement de par ceux qui bénéficient de la crise actuelle. Évidemment, comme vous le savez, la crise actuelle, le confinement profite énormément, notamment aux valeurs technologiques de la vente en ligne, de la vidéo à distance, donc évidemment notamment des GAFAM, et du coup ont particulièrement profité de la situation, et du coup il y a quelque part il y a une rationalité. Et donc on voit bien que même si les grands indices, notamment le S&P 500, montrent une certaine stabilité, en tout cas une certaine résilience depuis le début de l'année, c'est très disparate en fonction des secteurs d'activité, et ça reflète bien l'économie réelle, puisque, voilà, encore une fois, pour le coup, l'énergie, qui est un secteur évidemment très impacté au vu de l'arrêt du trafic aérien, de la forte baisse notamment du secteur des transports, voit quand même ces valeurs divisées par 2 en termes de valorisation. Donc on voit qu'il y a quand même les marchés reflètent quand même bien la réalité, et de la même manière, les technologies qui profitent de la situation, elles ont vu leur cours boursier monter de façon assez significative depuis le début de l'année. Donc il y a une certaine rationalité, et on voit bien que si les marchés étaient complètement déconnectés de l'économie réelle, on pourrait très bien avoir tous les marchés qui suivent la même tendance dans le temps. Parce qu'on voit bien qu'il y a un gros décalage entre l'énergie qui est à moins 50 et les technologies qui sont à plus 30. Voilà, donc ça c'est une troisième caractéristique très importante, et lorsqu'on voit l'évolution d'un indice, même si cet indice, cette évolution est positive depuis le début de l'année, en prenant l'exemple du S&P 500, on voit qu'il faut être quand même très prudent sur l'interprétation de l'évolution d'un indice qui peut, en sous-jacent, laisser des divergences d'évolution en fonction des secteurs qui peut être extrêmement importantes. Le deuxième point qui me semble intéressant, sur lequel il me semble intéressant de revenir dans cette vidéo pour comprendre cette impression de décalage entre les marchés financiers et l'économie réelle, c'est la valeur temps. Comme je vous l'avais présenté dans plusieurs autres vidéos, il y a plusieurs manières de calculer de façon théorique le valeur d'une action, le valeur des marchés. Soit vous faites une analyse patrimoniale, soit vous faites une actualisation des flux de trésorerie ou des résultats futurs de la société. Quand vous actualisez vos résultats futurs, si vous avez une année sur la somme de vos actualisations qui se retrouve en déficit une année, donc admettons que cette année on ait la crise du Covid et que du coup les sociétés soient en perte sur une année donnée, c'est pas une perte pendant une année qui aura un impact si significatif que ça dans le calcul d'actualisation. En fait, tout ça pour dire que lorsque vous faites un calcul de valeur en tenant compte justement de l'actualisation des résultats futurs, vous allez vous rendre compte que même si on a une crise forte mais qui reste temporaire dans le temps, vous allez voir que ça n'affecte finalement pas tant que ça la valorisation d'une société. Et à la limite, heureusement, c'est-à-dire que si une société fait des bons résultats et elle a une année dans le rouge, une année délicate au vu d'un contexte macroéconomique donné, c'est pas pour autant que la société, ça justifie qu'on dévalorise complètement la société. Donc en fait, tout ça pour dire que le fait qu'on ait une crise économique qui puisse durer quelques mois, voire une année ou deux, ne doit pas non plus remettre complètement en cause la valorisation des sociétés. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle il est quand même normal qu'on n'ait pas une chute plus importante des marchés, c'est-à-dire que déjà quand on a le CAC 40 qui fait moins 30, moins 40% au mois de mars-avril au vu du contexte sanitaire, on peut se demander si cette baisse n'est pas exagérée, étant donné que lorsqu'on fait nos calculs d'actualisation de revenus futurs, effectivement, même en cas de grosses difficultés économiques pendant un an ou deux, il n'y a pas non plus de raison, et je vous invite à faire des petites simulations sur Excel pour vous en rendiez compte, il n'y a pas non plus de raison qu'on ait une dévalorisation aussi forte des sociétés. Voilà, donc tout ça pour dire que le calcul de valorisation, d'actualisation des résultats futurs permet quand même de stabiliser les marchés et de ne pas avoir des baisses qui soient trop importantes malgré un contexte économique qui pourrait être extrêmement dégradé pendant une période de quelques mois ou un an ou deux. Le troisième point qui me semble intéressant de regarder, c'est l'action des banques centrales et du coup les effets qu'elles peuvent avoir sur les marchés et du coup essayer de comprendre si les marchés sont complètement administrés au vu de ces actions. Le premier point, c'est, comme on l'a vu juste précédemment, lorsqu'on calcule la valeur théorique d'une action ou des marchés, on va faire de l'actualisation des revenus futurs. Et lorsque vous utilisez votre équation,
vous allez prendre la somme des résultats futurs divisé par le rendement souhaité à la puissance de n années. C'est-à-dire plus on avance dans le temps, plus évidemment les flux futurs de trésorerie, les futurs résultats auront moins d'impact sur la valeur actuelle de la société. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus vous attendez un rendement faible, plus ça donne un résultat important dans votre calcul d'actualisation. Et comme on l'avait vu également dans d'autres vidéos, le rendement que vous attendez correspond au taux sans risque plus la prime de risque. Et en fait, c'est là où la Banque centrale a un impact extrêmement fort, puisque comme les banques centrales ont également des taux d'émission, en tout cas leur taux est proche de zéro, voire même parfois négatif, ça va avoir un impact sur le rendement global attendu par l'investisseur, qui va être du coup plus faible, puisque déjà son taux sans risque est à zéro. Il va donc simplement rajouter sa prime de risque. On aura donc une somme de calcul actualisée qui sera plus importante que si les banques centrales avaient des taux plus élevés ou plus standards au taux historique, aux alentours des 2-3%. Voilà, donc ça c'est déjà le premier effet des banques centrales, c'est-à-dire que le fait qu'elles soient à des taux proches de zéro favorise énormément le calcul d'actualisation et du coup fait mécaniquement monter les marchés. Le deuxième effet des banques centrales, c'est qu'elles ont annoncé des rachats très importants, les obligations, voire les obligations risquées sur les marchés. Et du coup, ça réduit le risque, puisque du coup, les opérateurs considèrent que le risque de faillite des sociétés est de plus en plus limité. Puisque si une entreprise se retrouve en difficulté, a des difficultés à lever de l'argent pour pouvoir poursuivre son activité, du coup le marché anticipe que les banques centrales, elles, vont du coup acheter ces dettes à risque et que du coup il y a de moins en moins de chances que des sociétés puissent faire défaut. Du coup ça va sécuriser les investisseurs, ça va enlever un certain nombre de risques et du coup ça va faire également monter les marchés puisque donc, notre fameuse prime de risque qui est en baisse. Voilà. Et enfin, le troisième point, c'est la planche à billets indirecte des banques centrales. C'est-à-dire que là, on en a également pas mal parlé ces derniers mois de par les quantitative easing très importants des banques centrales. En fait, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, comme on le voyait juste avant, vont racheter des obligations d'État et d'entreprises directement sur les marchés, vont pas par contre acheter directement des actions. Alors je crois qu'il y a la banque japonaise, la banque centrale japonaise qui le fait sur le marché japonais depuis plusieurs années, mais ce qui n'est pas encore le cas sur les marchés européens et américains. Donc on ne peut pas encore parler de marchés complètement administrés tant que les banques centrales n'investissent pas directement sur les marchés. En revanche, de par leurs actions de rachat de dettes d'État, en fait, elle va faire de la planche à billets indirectement. C'est-à-dire que toutes les aides qui sont actuellement données par les États, comme le chômage partiel, comme les aides très importantes qui sont distribuées dans les différents secteurs d'activité en difficulté actuellement, finalement, c'est les États qui empruntent de l'argent auprès de la Banque centrale et c'est grâce à ces prêts à taux extrêmement intéressants que les États peuvent financer ces dépenses supplémentaires. Donc en fait, c'est de la planche à billets indirecte des banques centrales. Et donc ça, évidemment, ça favorise aussi énormément les marchés, puisque en réalité, en bas de la pyramide, c'est-à-dire au niveau des consommateurs, il n'y a finalement pas eu tant de perte de pouvoir d'achat que ça, puisque toutes les sociétés, tous les emplois qui ont été très impactés par la crise sanitaire, ont vu tout un tas d'aides permettre de compenser la perte de salaire que ces personnes auraient pu avoir. Donc finalement, cette planche à billets indirecte a permis de garder le niveau de consommation à un niveau raisonnable et a permis d'apporter des liquidités au niveau de l'économie réelle. Et donc, une fois de plus, ça a permis de limiter la baisse de la consommation et du coup de favoriser les résultats des entreprises qui, du coup, par la même occasion, favorisent leur cours boursier. Et enfin, dernier point, c'est que là, justement, ces actions de la Banque centrale, à savoir de racheter massivement les obligations d'État et d'entreprise, profitent à l'arbitrage, c'est-à-dire que les fonds de pension, les sociétés de gestion qui ont de l'argent à investir, notamment les fonds communs de placement, etc., qui ont de l'argent à investir, étant donné que les taux des obligations, les taux sans risque sont au plancher, sont à zéro, et du coup elles font des arbitrages, elles sont plus ou moins obligées de prendre un petit peu plus de risques pour avoir un minimum de rendement, et du coup vont mécaniquement aller sur les marchés boursiers. Du coup ça favorise aussi les marchés, puisqu'il y a ce phénomène d'arbitrage où pour aller chercher un petit peu de rendement, on va aller sur les marchés, et du coup ça favorise également une remontée des marchés. En tout cas, on va limiter la casse sur les marchés boursiers.
Voilà, donc tout ça pour dire que les banques centrales ont évidemment un effet extrêmement important sur les marchés. Les marchés ne sont pas directement administrés parce que les banques centrales, encore une fois, n'investissent pas directement dans les actions. On a vu précédemment qu'en fonction des secteurs d'activité, on avait quand même des variations très fortes. Donc ça prouve bien que malgré l'intervention des banques centrales, on a quand même une disparité en termes de performance qui correspond bien à l'économie réelle. Maintenant, leurs actions ont permis évidemment de limiter l'impact de la crise, de limiter les crises de liquidité et donc d'éviter un krach boursier plus important, voire même à inciter à une reprise pure forte pour les raisons qu'on expliquait juste précédemment. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est les biais cognitifs. Les médias où toute l'actualité nous parle des variations des marchés boursiers sans vraiment également faire une analyse long terme de l'évolution des marchés. Donc on voit un certain nombre de jours où malgré les mauvaises nouvelles sur le plan sanitaire, on voit les marchés qui peuvent fortement rebondir. Et du coup, il peut y avoir un effet médiatique où les médias, n'y connaissant pas grand-chose, vont faire des effets d'annonce en disant voilà, on a une hausse importante des marchés aujourd'hui alors que la crise sanitaire est toujours présente. Donc il y a une déconnexion complète entre les deux mondes. Mais on peut évidemment tomber sous une influence des médias qui pourrait faire croire qu'il y a une déconnexion complète entre les deux marchés. Et il y a également le biais de confirmation que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo où on peut un petit peu surestimer des croyances pour lesquelles les faits nous donnent raison. Donc typiquement, les gens qui pensent qu'il y a un décalage fort entre marché et économie, il suffit qu'il y ait 2-3 situations où on a effectivement cette impression de déconnexion entre les deux mondes, qu'on peut justement du coup surestimer ce fait, cette actualité, de par cette croyance que l'on peut avoir sur la déconnexion entre ces deux mondes. Voilà, donc si je reviens aux questions du départ, à savoir est-ce que les marchés montent malgré la crise comme on le voit depuis plusieurs mois, en fait la réponse est que ça dépend quand même énormément des secteurs d'activité et qu'il y a une grosse inertie, c'est-à-dire que oui, effectivement depuis quelques mois on a un fort rebond des marchés, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu une très grosse baisse au démarrage de la crise sanitaire, et ça souvent on a tendance à un peu trop vite l'oublier, premièrement, et deuxièmement il y a une très forte disparité en fonction des secteurs d'activité. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui a profité de la situation, qui évidemment du coup est en hausse sur les marchés, mais ça se justifie d'un point de vue économique, et que les marchés qui ont clairement eu un impact économique, on voit bien que leur cours boursier est loin d'avoir retrouvé leur niveau du début d'année. Deuxièmement, est-ce que les marchés sont administrés notamment par les banques centrales ? Ils ne le sont pas directement, puisque les banques aujourd'hui n'investissent pas directement sur les marchés, premièrement, et deuxièmement, on voit bien qu'il y a des écarts encore une fois entre les secteurs d'activité, donc ça prouve bien que c'est pas complètement administré, ça prouve bien que l'économie réelle a quand même évidemment un impact très fort sur la valorisation des actions. Malgré tout, les banques centrales ont un très fort soutien sur les marchés grâce à des taux qui sont très bas, grâce à des rachats de dettes massifs qui évitent les risques et qui génèrent un effet d'arbitrage favorable pour les marchés. Et enfin, troisième point, est-ce que les médias notamment donnent un certain consensus sur le fait que la finance soit déconnectée des marchés ? Moi je pense que du coup il y a un effet cognitif important de biais de confirmation avec quelques exemples qui pourraient laisser penser cette déconnexion là qui est généralisée pour tous les marchés, alors que comme on l'a vu il y a quand même une vraie rationalité entre les deux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, vous a intéressé. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de pouvoir y répondre. Et puis je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.